Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, retard dans l'exécution de certains travaux d'aménagement constatés à Conakry. Le ministre de l'Habitat était sur les routes de Tombo Port Autonome et au niveau des carrefours des projets d'aménagement dans la commune de Kaloum. Partout, il a insisté sur le respect du délai contractuel. La ministre de la Femme et de la Famille rencontre les directions relevant de son département. Une rencontre pour échanger sur les défis des différents services et mettre en place une nouvelle stratégie pour la réussite de sa mission. Culture Festival d'Imba dans le Kakandé. Plusieurs troupes artistiques du Bagataï ont rivalisé lors de cette cérémonie, histoire de perpétuer cette culture. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est officiel, le mois sacré de Ramadan débutera demain mercredi 18 février sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses vient de confirmer l'observation du croissant lunaire. Le carême pour cette année débute aussi demain pour les fidèles chrétiens. À travers le pays, bien sûr, on suit la déclaration du ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Suivez. Chers musulmans et musulmanes de Guinée, chers compatriotes, le croissant lunaire qui marque le début du mois saint de Ramadan a été observé ce mardi 29 Chaban qui correspond au 17 février 2026. Par conséquent, le jeûne du mois saint de Ramadan débutera ce mercredi 18 février 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Il est alors demandé au service de concentré du secrétariat général des affaires religieuses, aux chefs religieux et aux autorités administratives, chacune à ce qui le concerne, de prendre toutes les dispositions afin que cette date officielle soit effectivement respectée. Chers musulmans et musulmanes de Guinée, le mois saint de Ramadan est un moment de jeûne, de prière, de pénitence, de l'aumône, de pardon et de tolérance. Prions tous pour la paix, l'unité nationale, la stabilité, la prospérité et le développement durable de notre cher pays, la Guinée. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, et celui du Premier ministre chef du gouvernement, souhaiter bon Ramadan à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde entier. Bon Ramadan à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Chers chrétiens et chrétiennes de Guinée, chers compatriotes, le carême, période de pénitence, de consécration et du jeûne de 40 jours, commence ce mercredi 18 février 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Chers chrétiens et chrétiennes de Guinée, le carême est un moment de jeûne, de prière, de pénitence, de partage, de pardon et de tolérance. Prions tous pour la paix, l'unité nationale, la stabilité, la prospérité et le développement durable de notre cher pays, la Guinée. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, et celui du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, souhaiter bon carême à tous les fidèles chrétiens de Guinée et du monde entier. Bon carême à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie.
Pour ce mois de pénitence, un accord sur les prix des produits de consommation trouvé entre les commerçants et les autorités. Ces prix plafonds visent à éviter l'augmentation fantaisiste des prix pendant le Ramadan et le Carême. Le point avec Mohamed Chérif Kamara. Autour de la ministre de l'Industrie et du Commerce, autorités et opérateurs économiques ont signé un protocole d'accord visant à assurer un approvisionnement régulier du marché et à maintenir des prix accessibles. Fatima Camara a insisté sur la concertation et le respect des engagements pour stabiliser les prix et préserver le pouvoir d'achat des populations. Le protocole que nous signons aujourd'hui est le résultat d'un travail de fond. Il n'est pas né dans un bureau, il est né dans la discussion. La DNSIC a analysé les structures de charge. La CGIAC a porté la voix des opérateurs. La douane a apporté les paramètres techniques indispensables. Et nous avons recherché un atterrissage équilibré. L'objectif était clair, des denrées disponibles, des prix plafonds compréhensibles et surtout un prix au détail maîtrisé, celui qui paie le citoyen. Les opérateurs économiques et les services des douanes ont réaffirmé leur volonté de respecter les prix homologués, fixés en concertation avec les autorités compétentes. Après chaque exercice fiscal, on évalue ce que l'État cède pour que le panier de la ménagère ne soit pas menacé. On évalue ce que l'État cède pour qu'il y ait des investissements dans ce pays. Quand on cède, n'est-ce pas, c'est denrées de première nécessité à un prix donné, il faut que le prix-là soit exécuté sur le marché. Donc j'en appelle à la conscience de tous les opérateurs économiques, j'en appelle à la vigilance de tous les consommateurs, de suivre de très près la pratique des prix sur le marché. Cette signature de convention, c'est une entente sur plusieurs formes. Et si vous voyez que la convention se renouvelle, c'est parce que l'autorité qui nous a favorisé les mesures d'accompagnement qui ont été proposées au niveau de la première signature de convention, afin que l'État cède des avantages de l'État au profit des taxes douanières. À travers cet accord, le ministère entend renforcer la régulation du marché et prévenir toute hausse injustifiée des prix. Un numéro vert est mis à la disposition des citoyens pour signaler d'éventuelles irrégularités. Par ces actions, l'État répond aux attentes de la population. Et un numéro vert, le 142, il est sur la table, il sera sur tous les visuels, peut être appelé à tout moment afin de dénoncer ceux qui n'observent pas ces prix plafonds. Et les mesures appropriées en termes de répression, en termes de verbalisation, en termes de sensibilisation seront déployées. Les autorités appellent ainsi à la responsabilité collective pour garantir un marché stable, équitable et favorable aux consommateurs sur toute l'étendue du territoire national. Par rapport à ces prix plafonds, nous recevons la ministre de l'Industrie et du Commerce pour parler de cet accord trouvé avec les opérateurs économiques sur les prix des denrées de première nécessité. Madame Fatima Camara, bonsoir. Bonsoir. Et parlez-nous de cet accord sur les prix trouvés à la veille de ce mois de pénitence pour les musulmans et pour les chrétiens. Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Mamadi Doumbouya, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba. Grâce à leur clairvoyance et à leur orientation ferme et à leur engagement constant en faveur du pouvoir d'achat des populations, les opérateurs économiques ont accepté de faire preuve de responsabilité. C'est dans cet esprit de concertation et de solidarité nationale que nous avons pu obtenir la signature de ce protocole d'accord qui a été signé le 16 février 2026 dans le but d'encadrer les prix de certaines denrées de grande consommation. Cet accord est applicable du 17 février au 30 juin 2026. Il est le fruit d'un dialogue constructif entre l'État et les acteurs du secteur privé avec pour objectif protéger les ménages tout en préservant l'équilibre du marché. Vous parlez des produits de consommation. Est-ce qu'on peut connaître les produits concernés par cet accord?
Tout à fait. Il faut déjà rappeler qu'au niveau de la Guinée, l'économie de marché est fondée sur la libre concurrence. Les prix s'y fixent normalement selon l'offre et la demande. C'est le fonctionnement naturel d'un marché dynamique. Mais lorsque les produits essentiels consommés chaque jour par nos familles connaissent des variations importantes, l'État a le devoir d'agir avec mesure et responsabilité. Notre rôle n'est pas de bloquer le marché, mais de l'encadrer lorsque l'intérêt général l'exige. Alors les produits, il faut savoir que c'est le riz, la farine, le sucre, l'huile végétale, l'oignon, le lait en poudre ainsi que la volaille. Vous êtes suivi à travers la Guinée. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ces prix par arrêt? Bien sûr. Au niveau de Conakry, des ajustements ont été opérés, à savoir sur le riz blanc de 50 kg qui passe de 270 000 à 260 000 francs guinéens, soit une baisse d'environ 4%. Au niveau de l'oignon qui est de 25 kg qui passe de 290 000 à 270 000 francs guinéens, soit une baisse d'environ de 7%. D'autres produits sont maintenus à leur niveau précédent, à savoir le riz étuvé de 50 kg à 280 000 francs guinéens, la farine de 50 kg à 360 000 francs guinéens, le sucre de 50 kg à 350 000 francs guinéens, l'huile de 20 litres à 305 000 francs guinéens. Concernant la volaille, le produit importé est sensible aux variations internationales. Nous avons opté pour un ajustement encadré afin de garantir sa disponibilité tout en protégeant le consommateur. Le poulet entier de 10 kg est plafonné à 310 000 francs guinéens. Les cuisses de poulet de 10 kg à 220 000 francs guinéens. Deux produits sont désormais explicitement encadrés au détail, à savoir le riz de 25 kg plafonné à 180 000 francs guinéens, le lait en poudre de 25 kg plafonné à 980 000 francs guinéens. Je compte aussi préciser que ces prix plafonds déterminent le maximum. Il ne doit pas être dépassé. Il s'agit d'un accord, madame. Donc, si des petits malins contournent cet accord? Alors, il faut savoir qu'il y a tout un dispositif de suivi qui a été mis en place. Nos services compétents assureront un suivi régulier de l'application de ces mesures dans un esprit d'accompagnement et de dialogue avec les acteurs du marché. J'invite également les concitoyens avec calme et sens de responsabilité à s'informer sur les prix plafonds officiels et en cas d'écart significatif à utiliser le numéro vert 142. Et dès qu'ils vont appeler, ils verront que les services vont se saisir pour pouvoir remédier à ces dysfonctionnements par endroit. Merci madame. Donc un numéro vert, le 142, existe pour les recours. On poursuit cette édition, visite des chantiers en cours de réalisation dans la capitale. L'autoroute 2x2 voie Tombo, port autonome de Conakry et l'aménagement des carrefours dans la commune de Kaloum ont été visités par le nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Sur le terrain, certains chantiers peinent à s'achever. Le constat dans ce reportage de Maïmouna Bella Diallo, Alpha Isiagaba. En plein centre-ville, un vaste chantier attire l'attention des passants. La construction d'une autoroute 2x2 voies sur la corniche nord reliant Tombo au rond-point du port autonome de Conakry. Lancé récemment, les travaux progressent, même si certaines contraintes techniques, notamment liées à l'emplacement d'équipements situés au bord du tracé, ralentissent par moment leur évolution. Un chantier, en le parcourant, on décèle toutes les difficultés. Aujourd'hui, avec ce que monsieur le ministre vient de faire avec nous et toutes les dispositions qu'il vient de prendre de façon pragmatique, nous mettent dans une situation de très haute appréciation. Lors de la visite, il y en a beaucoup de problèmes terrain qui ont été résolus sur le champ et d'autres problèmes administratifs et financiers vont être réglés, je le souhaite, dans les jours à venir. À Kaloum,
Un autre chantier d'envergure concerne l'aménagement des ronds-points et carrefours stratégiques du rond-point M5 au camp Samori, en passant par celui du port autonome de Conakry. Les travaux avancent de manière significative. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Mohamed Sissavané, s'est rendu sur place pour constater l'état d'avancement de ces projets structurants. Du côté de Corentin, les travaux avancent très bien. Cependant, au niveau de Tombo, comme vous le savez, la grande station de EDG se trouve à Tombo. Il y a beaucoup de fibres qu'il faut déplacer. Il y a des câbles, la fibre pour l'économie numérique, mais il y a aussi les câbles de EDG. Également, nous avons constaté une forte arrivée derrière des eaux de ruissellement. Il y a des dispositions aussi à prendre du côté du boulevard qui quitte Mohamed V jusqu'au port et du port au camp Samori, qui est exclusivement destiné à l'entreprise Stapor qui est en train d'avancer très bien. La réalisation de ces infrastructures routières vise à désengorger la commune de Kalouma et à réduire considérablement les embouteillages, améliorant ainsi la mobilité urbaine et le cadre de vie des usagers. Infrastructure toujours au niveau de l'enseignement supérieur, l'état d'avancement des travaux de construction du bloc administratif, des dortoirs pour étudiants et autres infrastructures annexes en cours d'exécution à l'Institut supérieur de technologie de Mamou viennent d'être passés en revue par la ministre de tutelle. Là également, certains chantiers sont à l'arrêt. Dr Diaka Sidibé exige la fin des travaux d'ici la rentrée prochaine. Reportage Mounir Bari, Moussa Bangoura. Pas de répit pour la délégation dans sa mission de visite des chantiers et des infrastructures pédagogiques en cours de réalisation. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, des projets structurants et innovants sont engagés. Ici, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce que ce mandat à la tête de ce département stratégique est orienté sur la qualité de l'enseignement ou encore des infrastructures. Nous nous sommes rendus à l'Institut supérieur de technologie de Mamou afin de voir l'évolution de certains chantiers lancés depuis 2022. Il s'agit de ce grand bloc administratif qui intègre la scolarité de l'institution que moi-même j'ai lancé il y a 3 ans. Voir l'état d'avancement, ce sont quelques chantiers en arrêt et nous pensons que cette visite vient en tout cas redorer ou en tout cas relancer le projet. L'entreprise a pris certains engagements et le ministère également afin de relancer le plus tôt que possible ce chantier. Du bloc administratif en construction au dortoir, en passant par le hangar en chantier dans l'enceinte de l'institution, deux mesures fortes sont envisagées pour la relance des travaux. Il y a certaines infrastructures qui connaissent des retards, qui ne sont pas totalement arrêtées, mais qui connaissent des retards par rapport au calendrier de départ. Donc il est aujourd'hui question d'accélérer. La difficulté principale, c'est la question des finances. La visite de ces différents chantiers prouve aussi à suffisance qu'il est en train de se battre afin d'améliorer les conditions de travail des étudiants, mais par rapport aussi au corps enseignant et pouvoir même administratif. L'Institut supérieur de technologie de Mamou est une institution d'enseignement qui s'inscrit dans une dynamique de l'excellence et de qualité avec un taux d'insertion le plus appréciable en Guinée, avec une dynamique de co-construction de programmes d'enseignement, un vivier de ressources humaines compétitives et formées pour l'administration, mais également les entreprises guinéennes et étrangères. Dans le cadre aussi du suivi de proximité des chantiers liés au projet d'assainissement, les membres du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry étaient récemment sur le chantier des travaux de réhabilitation de la station de traitement de boue de vidange. La démarche consiste à toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Nous sommes sur le site de la station de traitement de boue de vidange de Yimbaya, avec une capacité d'accueil de 250 mètres cubes de boue par jour. Les travaux de réhabilitation de cette infrastructure est financés conjointement par l'État guinéen et la Banque islamique de développement. C'est dans le registre d'un suivi de proximité que le comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry visite le chantier. On est en train de faire un combat contre le temps.
parce qu'à partir du mois d'octobre, nos partenaires financiers vont arrêter le financement de ce projet. Donc, raison pour laquelle nous demandons humblement à l'entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires pour que ce projet puisse avancer rapidement, pour ne pas que nous soyons à court de financement. La durée des travaux est de 15 mois à compter du mois de novembre 2025. Au cours de cette visite, les membres du comité de pilotage ont examiné le niveau d'avancement et la qualité des travaux. Sur le terrain, un léger retard est constaté dans l'exécution du planning. Ainsi, l'invite est faite à l'entreprise de multiplier les équipements pour accélérer les travaux dont l'achèvement dans les délais est indispensable. Déjà, nous constatons un retard sur le chantier parce que ici, le site de Yimbaya est différent du site de Chonfonia que nous avons déjà réalisé. Ici, si rien n'est fait d'ici le mois de mai, les travaux seront empêchés par les grandes pluies. La difficulté majeure qui a été évoquée ici, c'était par rapport à surtout la zone d'extension, qui est une zone conflictuelle. Nous avons essayé d'informer le comité de pilotage qui est venu avec la dature et ils vont prendre les dispositions possibles plus tard le lundi pour que cette zone soit allouée au groupement. Au terme de cette visite, le comité de pilotage a promis d'accompagner le projet afin de résoudre les problèmes fonciers en vue d'une extension du site. Pour ce faire, la date du 28 février 2026 est donnée à l'entreprise pour fournir le plus rapidement possible à la mission de contrôle la totalité des plans d'exécution du projet d'extension de la station. Et puis, sur instruction du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, la République de Guinée a acquis un nouvel édifice pour abriter sa chancellerie à Londres. Il s'agit d'un immeuble de 5 niveaux avec toutes les commodités achetées sous le leadership du ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, situé dans la zone de Kensington, en plein centre de Londres. Cette propriété désormais guinéenne est la preuve palpable de la volonté du chef de l'État de permettre à la diplomatie guinéenne d'occuper une place de choix dans le concert des nations. Suivez son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ali Diallo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Royaume-Uni. Suivez. Le repositionnement de notre pays à l'échelle internationale et l'image des rehaussements de la représentation diplomatique de notre pays à l'ère de la Ve République, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, est plus qu'une réalité. Dans cet esprit, il a donné des instructions fermes à son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, d'acquérir une propriété immobilière à Londres pour abriter notre chancellerie. Nous avons acquis un immeuble de 5 niveaux avec toutes les commodités, aujourd'hui qui fait respecter notre pays, à Londres, qui est considéré comme étant l'une des plus grandes places diplomatiques, financières et culturelles. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir l'immeuble dans la zone de Kensington qui regorge un bon nombre de missions diplomatiques et consulaires au Royaume-Uni. C'est le lieu pour moi, et au nom de l'ensemble du personnel diplomatique de notre ambassade, au nom de l'ensemble de la communauté guinéenne de notre juridiction, d'exprimer mes remerciements et mes vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette acquisition. Et ces mêmes remerciements et félicitations vont à l'endroit de son Excellence Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Inauguration au quartier Kenende dans la préfecture de Kindia d'une nouvelle mosquée R+1 réalisée à l'initiative d'un érudit, Abdul Wakil Alamali Keita. La cérémonie d'ouverture officielle de ce nouvel édifice religieux a connu la présence de plusieurs fidèles venus de partout. Reportage Sounoun Sidibé, Marwan Kamara. Il y a 6 mois, ce n'était qu'un chantier en construction qui mobilisait les artisans et les ouvriers. Aujourd'hui, c'est un joyau architectural qui culmine au-dessus du quartier de Kenende.
L'infrastructure représente la mosquée centrale de Kenende dans la commune urbaine de Kindia. Construite sur 2 niveaux, cette maison de Dieu offre désormais un espace plus vaste et mieux adapté pour accueillir les prières quotidiennes. À l'origine de ce projet, El Haj Abdul Wakil Alamali Keita, figure morale respectée de la région. Un jour de gratitude envers Allah le Tout-Puissant et envers l'érudit El Haj Abdul Wakil Alamali Keita, fils digne et pieux de notre communauté qui a offert cette magnifique maison de Dieu aux fidèles musulmans de Kenende et d'ailleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense ici-bas et dans l'au-delà pour cette œuvre éternelle, symbole de foi et d'amour du prochain lieu de prière. Nous remercions le bon Dieu qui nous a permis de réaliser cette mosquée. Sa construction représente un devoir pour moi afin de répondre aux besoins des habitants de Kenende. Nous remercions également les autorités religieuses ainsi que le président Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Que Dieu les accompagne dans leur noble mission. La cérémonie inaugurale a mobilisé les autorités religieuses, les notables et les fidèles venus nombreux pour assister à l'ouverture officielle de ce nouvel édifice religieux à Kindia. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, remercier les donateurs, remercier la vaillante population que j'ai trouvée ici dans la paix. Construire un édifice religieux qui va contribuer à renforcer les liens de solidarité, de fraternité, de l'amour entre les filles et filles. Avec cette nouvelle mosquée en R+1, la communauté musulmane dispose désormais d'un cadre moderne et fonctionnel pour l'adoration et la transmission du savoir religieux, témoignant ainsi du dynamisme et de la solidarité locale. Dans l'actualité encore, les prises de contact se multiplient dans les directions et services du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Hier lundi, Mourana Souma est allé du côté de Kaloum, plus précisément à la RTG2, à Oroya, au Fonds d'appui des médias FADEM, au Centre de perfectionnement, à l'AGP, à l'OGP et aux directions des télécommunications. Le ministre salue l'engagement de ces cadres et les encourage à la performance. Reportage Marie-Angélique Bangoura. C'est un véritable marathon administratif qu'a entamé le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. Une immersion totale au cœur des directions et services relevant de son département, avec pour objectif toucher du doigt les réalités du terrain et insuffler une nouvelle dynamique. À la RTG2, les studios de la radio RKS et le plateau régie jusqu'aux salles de montage et des rédactions, le ministre Mourana insiste sur la nécessité de moderniser les équipements tout en saluant l'engagement des professionnels. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été fait avec le ministre sortant, mais il y a beaucoup qui reste à faire puisqu'il y a un projet de rénovation qui est en cours et nous attendons aussi que nos équipements soient renforcés. Et puisque quand vous prenez aujourd'hui à la régie finale, nous n'avons qu'un seul serveur, il n'y a pas de redondance. Donc en cas de problème, la télé s'arrête. Donc tout est à refaire. Le quotidien national Orea, témoin privilégié de l'histoire guinéenne, continue de résister aux intempéries du temps et aux bouleversements du numérique. Cap ensuite sur l'agence guinéenne de presse AGP, puis au centre de formation technique et de perfectionnement. Là, les directives sur la formation des agents et la modernisation des équipements est au cœur des échanges. Même engagement au Fonds d'appui au développement des médias et à la radio rurale de Guinée. L'Office guinéen de publicité OGP, la régulation du marché publicitaire s'impose comme le mot d'ordre. Connaissant très bien le dossier de l'Office guinéen de publicité, le nouveau ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation pourra jouer un rôle central pour pouvoir trouver des solutions à ce défi structurel. Quand je parle de défi structurel, je parle notamment du cas du personnel excédentaire. La visite de terrain se poursuit à la Direction générale de la Poste et des télécommunications. À la Poste, les visiteurs découvrent notamment la salle de tri, véritable illustration du fonctionnement traditionnel du service postal, où les défis logistiques demeurent
palpable des chantiers du futur ministère appelé à abriter le département de la communication et de l'économie numérique. Les priorités sont clairement définies et orientées vers la modernisation et la performance des services. Ça m'a permis aussi d'aller au niveau de certaines sociétés publiques qui relèvent des compétences du ministère en question. C'est le cas de la direction de la Poste et que nous sommes en train donc de transformer en société postale plus modernisée et trouver en son sein un segment de banque postale. Il a été aussi question dans la même foulée de venir à l'Office guinéen de publicité, qui est aussi une société publique, et que vous connaissez toutes les difficultés que cette société a connues dans un passé récent, mais je suis agréablement aussi surpris de l'allure vertigineuse que la société est en train de prendre en termes de l'équilibre des grands agrégats financiers, en termes d'équilibre de gouvernance, en termes de perspectives qui sont très claires. Au-delà d'une simple tournée administrative, la modernisation des médias, la transformation numérique et la souveraineté technologique sont au cœur des priorités du ministre Mourana Souma. Des actions inscrites dans la dynamique impulsée par le président Mamadi Doumbouya. La nouvelle ministre de la Femme et de la Famille, Patricia Adeline Lama, a rendu visite à 4 directions relevantes de son département. Le déplacement vise à comprendre le fonctionnement de ces structures, mais également relever les éventuels défis auxquels ces directions sont confrontées. Le point avec Mohamed De Camara. Pour la première étape de cette visite, la ministre de la Femme est allée au contact de 4 grandes directions relevant de son département. Le périple de Pauline Patricia Adeline Lama a débuté au Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. Ici, la ministre est venue comprendre le fonctionnement du FAEF, ensuite relever ensemble les éventuels défis auxquels la structure est confrontée. Je reçois avant tout une femme entrepreneur et je suis fière. Je suis fière parce que l'entrepreneuriat prend tout son sens. Quand vous avez affaire à un ministre qui sait de quoi on parle, surtout en termes d'entrepreneuriat, c'est une fierté. À l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, nouvellement rattachée au ministère en charge des solidarités et au centre d'autonomisation d'entrepreneuriat des filles et femmes, la démarche de la nouvelle ministre est claire, demander à tous un engagement pour produire le maximum de résultats en faveur de la lutte contre la vulnérabilité. Je pense que le rattachement du ministère, c'est une décision politique que nous respectons. Et je pense que sur un plan intellectuel et sur un plan fonctionnel, c'est très bien parce que ça permet que les questions de vulnérabilité, les questions d'inclusion soient gérées de façon plus collégiale. Nous avons évoqué avec madame le fonctionnement, la situation des centres, le nombre de centres, les filles que nous formons dans les centres, mais aussi les difficultés. Cette première sortie de la dame Adeline Lama a pris fin au Fonds de développement social et de l'indigence. Dans ce service humanitaire de l'État guinéen également, les échanges ont porté sur le bon fonctionnement du FDSI sur toute l'étendue du territoire national. J'ai réussi à rencontrer 4 directions, nous avons partagé en fait nos visions. Et surtout, nous avons compris les défis auxquels toutes ces directions sont confrontées. Et j'étais venue réitérer mon engagement à travailler avec ces directions. Cette mission que le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, et son Premier ministre, M. Amadou Riba, nous ont confié. Ce déplacement de la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités dans ces différentes structures vise à instaurer un climat de bonne collaboration entre les différentes hiérarchies. Et puis cette visite de courtoisie du ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui a à Forêt-Caria, une visite de courtoisie aux autorités religieuses et administratives de la préfecture. Moussa Moïse Silla a remercié les citoyens pour leur accompagnement lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. À travers ce geste de reconnaissance et de solidarité, le gouvernement guinéen réaffirme sa volonté de rester plus proche des citoyens et d'accompagner les initiatives locales. Fatoumata Batouli Diallo. À Forêt-Caria,
Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla, a effectué une visite placée sous les signes de la reconnaissance, du dialogue et de la solidarité envers les communautés locales. La première étape a conduit la délégation ministérielle chez les grands imams. Conformément aux usages traditionnels, le ministre lui a transmis les salutations du président de la République et exprimé la gratitude des autorités aux populations pour leur forte mobilisation lors de l'élection présidentielle. Nous avons un nouveau mandat, 7 ans. C'est 7 ans de travail, c'est 7 ans d'engagement pour le président de la République, c'est 7 ans de déroulement de sa vision. Parce que c'est un président qui est venu à la tête du pays avec une vision, avec un programme. Il sait la première année ce qu'il doit réaliser, la deuxième année, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toutes ces réalisations ne peuvent se dérouler que si un climat de paix et de quiétude est maintenu. Et Forécaria a toujours cultivé le vivre ensemble, la cohésion sociale. La délégation s'est ensuite entretenue avec la direction préfectorale de la génération pour la modernité et le développement GMD. Les échanges ont porté sur le rôle de la jeunesse dans le renforcement de la cohésion sociale, la participation citoyenne et l'accompagnement des actions de développement local. Nous avons annoncé que nous allons mettre 50 millions à la disposition de nos mamans, mais c'est quelque chose, c'est un pas, c'est une façon de le dire que nous avons la volonté. Et je sais qu'avec la volonté de son Excellence Monsieur le Ministre, il va emboîter le pas pour nous accompagner à aider ces femmes pour que ces montants soient multipliés parce qu'il faut créer des activités, des initiatives de revenus pour accompagner les femmes. La visite s'est achevée par un geste de solidarité à l'endroit des populations. Des denrées alimentaires composées de riz, d'huile et de sucre ont été remises aux sous-préfectures afin de soutenir les familles pour accompagner le mois de Ramadan. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré ce mardi les membres des fédérations sportives nationales. Une première prise de contact stratégique pour poser les bases d'une nouvelle dynamique en faveur du développement du sport guinéen. Les échanges ont porté sur les défis liés au développement des disciplines sportives dans le pays. Reportage Diarra Diallo. C'est une rencontre placée sous le signe du dialogue et de la refondation autour du ministre de la Jeunesse et des Sports, des cadres du département et les représentants des différentes fédérations sportives nationales. Cette première rencontre au compte de la 5e République vise à établir un premier contact entre le chef du département et les fédérations sportives nationales. Le sport guinéen ne manque pas de talent, ni d'engagement, ni de patriotisme. Il attend un accompagnement structuré et une vision partagée. Nous vous confions la voix de nos athlètes, les attentes de notre jeunesse et l'espoir d'un pays qui croit aux valeurs du sport. Sous votre autorité, puisse s'ouvrir une ère nouvelle faite de stabilité, de transparence et d'ambition nationale. Une rencontre qui marque un point de départ d'une collaboration franche entre le ministère et les fédérations. Elle intervient au moment où la Guinée ambitionne de mieux se positionner sur la scène continentale et internationale. Le défi pour le ministre est de faire en sorte que les moyens soient mobilisés en faveur d'une meilleure préparation des athlètes et d'une gestion plus transparente des ressources. Il faut réformer maintenant là pour que nous puissions demain ramener des médailles à la maison, ramener une Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Cela passera nécessairement par le renforcement du cadre légal et institutionnel. Le domaine des infrastructures, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même des investissements. Parfois on se pose la question, les moyens mobilisés ont servi à quoi? Nous allons faire ce diagnostic-là. Nous allons nous regarder, dire les vérités pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Une nouvelle ère de concertation s'ouvre ainsi pour le département des sports et les acteurs du monde sportif national. En ligne de mire, la performance, la discipline et le rayonnement du sport guinéen. Mamadou Sellou Baldé recevra à tour de rôle les différentes fédérations pour poser un véritable diagnostic afin de permettre aux clubs guinéens d'être plus compétitifs. Session extraordinaire de la Chambre nationale d'agriculture. Les travaux ont permis de présenter le bilan des activités de l'année 2025, d'examiner les rapports statutaires et d'adopter le plan de travail et le budget annuel, une redéfinition des orientations stratégiques de l'institution placée sous le signe de l'inclusion et de la gestion axée sur l'obligation de résultats. Fodé Camara, Mohamed Aïchassila. Interface entre les acteurs du monde rural et les pouvoirs publics
La Chambre nationale d'agriculture fixe le cap pour mieux planifier les interventions. Pour y définir ensemble les priorités, la session extraordinaire de l'Assemblée consulaire nationale a permis de partager la vision d'améliorer la gouvernance. L'Assemblée consulaire nationale, en tant qu'organe souverain de délibération, nous confère l'opportunité d'examiner et valider le rapport d'activité, mais aussi d'adopter le plan de travail annuel ainsi que le budget de l'exercice à venir. L'année 2025 a été celle de grands chantiers. Les résultats de ces efforts sont déjà visibles. La réalisation de plus de 50% des activités prévues en 2025, le renforcement des capacités de notre capital humain et la dotation des chambres régionales en moyens logistiques. Professionnaliser les filières de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie sur toute l'étendue du territoire national est l'un des grands chantiers à poursuivre pour plus de représentativité à la base. La Chambre nationale d'agriculture doit être notre bras armé. Et quand on a une armée, cette armée doit être déployée sur l'ensemble du territoire. Et ce que ce président, M. Berete, a réussi, il y a encore des choses à faire. Mais depuis que cette Chambre a été mise en place, ils ont commencé par la structuration de la Chambre, par la gouvernance. Nous avons, grâce à son leadership, réussi à mettre en place les différentes antennes dans toutes les régions et dans toutes les préfectures. Pour faire face aux difficultés, les plaidoyers formulés tombent déjà dans de bonnes oreilles. Soyez rassurés, cher Président, chers membres de l'Assemblée consulaire nationale, que le ministère, je dirais même les ministères, mettront tout en œuvre pour vous apporter tous les appuis nécessaires pour la réalisation de votre noble mission. Je voudrais ici vous réaffirmer la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, de bâtir une agriculture moderne, compétitive, résiliente et créatrice de richesses pour notre pays. J'encourage les équipes de la Chambre nationale d'agriculture à poursuivre avec détermination cette dynamique vertueuse pour le développement agricole et la prospérité de notre monde rural. En plus des réformes de modernisation institutionnelle, la Chambre nationale d'agriculture est au cœur de la mise en œuvre du programme prioritaire gouvernemental d'appui de la campagne agricole pour l'atteinte des résultats. Il faut dire que le secteur agricole continue d'être porté par le gouvernement et ses partenaires au bénéfice des populations. Ici à Conakry, une signature de partenariat entre ECAP Guinée et AgriEdge du Maroc a eu lieu dans ce sens pour apporter de nouvelles stratégies innovantes dans le secteur agricole. La collaboration prend en compte plusieurs paramètres comme l'utilisation des nouvelles technologies, comme la gestion des données agricoles et la cartographie des exploitations agricoles. Reportage Aboubakar Diaby. Pour encourager la transformation structurelle de l'agriculture guinéenne, un nouveau partenariat stratégique vient d'être signé entre ECAP Guinée et AgriEdge du Maroc. C'est une nouvelle dynamique porteuse qui vise à faire le secteur agricole un levier de croissance économique, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. Avec ces acteurs, la modernisation des pratiques agricoles du pays serait améliorée à travers la science et les données agricoles. Avec ECAP, l'objectif c'est travailler ensemble afin de co-construire, afin d'adapter ces solutions pour le contexte local, afin de servir l'agriculteur guinéen, tout en mettant à sa disposition les services de l'agriculture de précision d'une façon simple. Ce partenariat va permettre à chaque agriculteur guinéen qui va souscrire d'avoir une alerte, d'avoir contrôlé son propre champ, sa culture, à partir de son téléphone. Cette collaboration franche intervient pour introduire de nouvelles stratégies innovantes dans le secteur agricole guinéen. Il s'agit entre autres de l'accessibilité des données agro-pédagogiques, la cartographie des exploitations agricoles et agropastorales, ainsi que la gestion raisonnée de la fertilisation. Et nous avons vu que c'est réellement une innovation qui nous a été présentée, qui peut servir vraiment au monde rural, qui peut servir aux agriculteurs, qui peut servir aux opérateurs économiques qui doivent évoluer dans le monde rural.
spécifiquement dans l'agriculture et même dans l'élevage. À partir de ce partenariat, nous pourrons avoir des éléments factuels, des analyses, depuis l'analyse des sols jusqu'à la production, ce qui va nous permettre vraiment d'être beaucoup plus à l'aise sur les dossiers d'agriculture. En Guinée, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires misent sur l'écosystème technologique pour mieux maîtriser le monde paysan. Ce nouvel élan s'inscrit dans la vision du programme Simandou 2040 pour favoriser le transfert des compétences, mais aussi le financement agricole fondé sur les données objectives et mesurables. Dans le cadre de ces prises de contact, le ministre de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique, Faya François Bourneau, s'est rendu à l'Institut national de formation et de perfectionnement et à l'Agence nationale de digitalisation de l'État. Objectif, décliner sa vision, écouter les équipes et poser les jalons d'une administration au service des usagers. Reportage Mamadi Ternakamisoko, Mohamed Chérif Kamara. La dynamique de prise de contact et d'orientation stratégique se poursuit au ministère de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique. Après une première série de rencontres, le ministre Faya François Bourneau s'est rendu à l'Institut national de formation et de perfectionnement appelé à devenir l'ENA de Guinée. Le ministre a également visité l'Agence nationale de digitalisation de l'État, pilier du dispositif de modernisation de l'administration publique. Sur le terrain, des acquis notables ont été constatés dans les deux structures, mais plusieurs défis restent à relever. Cette réforme, avec la création de ce tout nouveau ministère par les plus hautes autorités, est très attendue et nous nous inscrivons dans toutes les actions qui viendront concourir à l'effet de rendre la qualité des services meilleure pour nos concitoyens. L'Institut national de formation et de perfectionnement, qui évolue aujourd'hui en École nationale d'administration, ne constitue pas simplement une mutation institutionnelle. Elle incarne un choix stratégique, celui d'investir résolument dans le capital humain de l'État comme levier central de la modernisation. Au cœur des échanges, le ministre a insisté sur la qualité de la formation, l'actualisation des programmes en phase avec les réalités contemporaines et l'ancrage d'une véritable culture de performance au sein de l'administration publique. J'en ai profité pour partager ma vision de la digitalisation de l'État avec une approche structurée qui va reposer sur le développement d'un plan d'action qui prendra en compte tout ce qu'on fera sur le court terme, le moyen et le long terme, mais en parfait alignement avec ce qui est déjà envisagé dans le cadre du plan de transition numérique de l'État, prévu dans le cadre du programme Simandou 2040. À travers ces concertations avec les services placés sous sa tutelle, Faya François Bourneau réaffirme sa volonté d'insuffler une nouvelle dynamique fondée sur la compétence, l'efficacité et l'accélération de la transformation numérique de l'administration guinéenne. L'équipe de la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé, déterminée à poursuivre son offensive de modernisation des 31 quartiers de la ville à l'image des grandes métropoles. Après la codification des ménages, c'est le lancement ce matin de l'opération de l'adressage des rues dans les 3 quartiers pilotes avec l'appui des partenaires. Reportage Sarafdine Diallo, Nabila Kamara. L'équipe de la délégation spéciale de la commune urbaine de l'Abbé est plus que jamais déterminée à poursuivre son initiative de modernisation des 31 quartiers de la cité de Karamoko Alpha Molabé, à l'image des grandes villes modernes. Après la codification des ménages, c'est une nouvelle étape du programme qui démarre avec à la clé l'adressage des rues de 3 quartiers pilotes. C'est une cérémonie très symbolique qui va marquer le couronnement d'une activité pilote sur 3 quartiers par rapport à la codification des bâtiments et également par rapport à l'adressage. Ces identifiants rendront aisée la question du territoire et l'accès aux services publics tels que le transport, l'eau, l'électricité, l'assainissement et en cas d'urgence médicale, incendie ou secours, pour que l'intervention soit prompte,
sans risque de se perdre ou faire des tours et des détours. Cette opération est rendue possible grâce au soutien financier de Sicoval et de l'ONG française Le Partenariat avec l'appui technique du service de l'habitat ainsi que celui de l'ONG ADID. Nous maîtrisons déjà toute la voirie urbaine au niveau de 28 quartiers de la ville de Labé. Donc nous avons eu à appuyer la commune dans ce sens pour l'adressage de la ville et la codification de toutes les concessions. Je voudrais tout d'abord saluer le travail qui a été abattu en amont. Parce que pour arriver à cette phase, il y a eu beaucoup de réflexions, des travaux de terrain, des travaux techniques. Ces opérations de codification des bâtiments et d'adressage des rues des quartiers de la baie sont perçues pour les autorités locales comme étant un projet structurant indispensable pour une meilleure urbanisation et une gestion efficace des urgences sécuritaires et sanitaires dans cette ville désormais orientée vers le développement. La Guinée mise sur ses mines, moteur de son économie, mais veut concilier cette richesse avec la protection de l'environnement. Les acteurs du secteur réunis au sein de la Chambre des mines franchissent une nouvelle étape. Objectif, renforcer leur engagement écologique. Ainsi, le réseau Environnement Mine va voir le jour pour succéder au réseau Environnement Bauxite, une union sacrée des promoteurs pour préserver notre nature. Reportage Mariam Kamara. C'était en 2018, le réseau Environnement Bauxite voyait le jour, fédérant les acteurs de la filière bauxite. Depuis, de nombreuses actions concrètes ont été menées en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, forte de ce succès, la Chambre des mines élargit le concept. Pour faire évoluer le REB, place au REM, le réseau environnement minier, afin d'intégrer l'ensemble des promoteurs du secteur. Pendant ces 2 jours, nous avons procédé ici au diagnostic du REB, où nous avons non seulement vu les mérites du REB, et puis diagnostiqué quelques défis. Nous avons déjà une base pour progresser vers le REM. Donc le REM va constituer désormais ici la plateforme qui va réunir toutes les entreprises minières qui sont respectueuses de la protection de l'environnement. Cette nouvelle plateforme a une ambition claire, harmoniser les efforts de tous pour mieux gérer l'impact cumulé des activités minières sur l'environnement. Tout d'abord, c'est cette vision large de la synergie qui sera vraiment développée au-delà de cette zone bauxitique. Et en plus de ça, on aura une plus grande vision en termes de conservation de tout ce qui est biodiversité. Nous n'étions pas membres du REB, malheureusement pour nous, mais avec les résultats obtenus par le REB, avec la présentation que nous avons vue, nous ambitionnons vraiment de rejoindre la dynamique et de migrer ensemble vers le REM, qui va nous accompagner dans nos actions de tous les jours. Un projet visiblement bien accueilli par la profession. Dans les prochains jours, les grandes lignes de ce nouveau réseau seront soumises à l'approbation des adhérents. Une étape clé pour une transition en douceur vers la nouvelle formule. Culture avec la célébration du Nouvel An chinois en Guinée. Elle a été organisée par la communauté chinoise établie en Guinée. Ceci pour promouvoir la culture chinoise et renforcer la coopération sino-guinéenne. Le récit avec Mikini Moussa Kamara, Younoussa Tawel Kamara. La communauté chinoise établie en Guinée vient de célébrer le Nouvel An chinois sous le signe du cheval de feu, symbole d'énergie, de liberté et d'un esprit vif. Conakry accueille la grande célébration culturelle de l'année avec cette date hyper importante pour l'Empire du Milieu. C'est l'année 2026, c'est l'année de cheval, c'est le Nouvel An chinois. Il souhaite bonne année au peuple guinéen, beaucoup de bonheur et les succès. Les relations entre la Chine avec la Guinée, ça fait presque 65 ans. C'est une relation qui est très profonde. Les entreprises chinoises avec les ressortissants chinois, ils sont en Guinée, ils sont développés dans les différents secteurs des infrastructures et les mines.
Placée sous le signe flamboyant du cheval de feu, une année qui s'annonce sous le sceau de la passion, de l'ardeur et du renouveau. 春节啊，是我们华人华侨最重要的节。a remporté un grand succès. Alors je voudrais leur dire un grand merci pour leur dévouement. Pour la direction stratégique de Son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping et Son Excellence Monsieur le Président Mamadi Doumbouya. Le calendrier chinois étant un calendrier lunisolaire, la date du nouvel an chinois dans le calendrier grégorien varie d'une année sur l'autre. Celle-ci tombe entre le 21 janvier et le 21 février du calendrier grégorien. À Mandiana, les tailleurs et stylistes viennent de lancer la 4e édition de la haute couture de la préfecture. Il s'agit d'un rendez-vous culturel annuel qui met en lumière la créativité des artisans locaux et favorise l'économie locale. Cette année, l'exposition a duré 2 jours et elle a réuni plusieurs autres tailleurs venus de la région de Kankan. Reportage Bakari Bambakonde. C'est le lancement officiel de la 4e édition de l'exposition de haute couture de la préfecture de Mandiana, une initiative de l'association des tailleurs et stylistes de la localité. La cérémonie s'est tenue à la Maison des Jeunes où une foule en liesse a salué la présence du parrain qui a marqué l'occasion en offrant 20 machines à coudre et une enveloppe symbolique aux artisans pour améliorer leurs conditions de production. Les tailleurs et stylistes de Mandiana sont à leur 4e édition d'organisation de la foire internationale Sankarani qui se déroule en plusieurs phases. Comme vous le constatez, depuis la naissance de cette initiative jusqu'à nos jours, le parrain ne ménage aucun effort pour la réussite de ces événements à caractère social, éducatif et culturel. Il nous a aidé à avoir un casset du ministère favorisant de notre reconnaissance au plan national. Cette exposition vise à promouvoir la mode locale et renforcer l'identité culturelle de la préfecture. Elle contribue au développement économique local en soutenant les artisans et en créant une plateforme d'échange. Quand on parle de la créativité, quand on parle du métier, quand on parle de l'offre d'emploi, on parle tout simplement de la vie. D'année en année, nous ferons en sorte de faire connaître la culture de Mandiana. Nous ferons en sorte de connaître le talent en Mandiana et nous vous accompagnerons pour que vous puissiez vivre de votre art. La veille de la cérémonie, un concert géant a été organisé par le parrain Sekouba Diak Diakité, rassemblant la communauté autour de la culture musicale guinéenne. Cette 4e édition de haute couture célèbre non seulement la mode, mais renforce également l'identité culturelle et l'esprit communautaire de Mandiana. Fin de la 8e édition du festival Dimba dans le district de Kakilich à Kamsar. Plusieurs troupes artistiques du Bagataï ont émerveillé le public à travers leurs prestations. L'initiative vise à promouvoir cette culture. Reportage Younoussa Tawel Kamara. C'est le district de Kakilich, dans la sous-préfecture de Kamsar, qui a abrité cette année la 8e édition du Festival des Arts et Culture Baga. 14 troupes artistiques venues des différents villages de Bagataï y ont participé. Ils ont animé ce festival de réjouissance communément appelé Ndemba durant 3 jours à travers des pas de danse au rythme des tam-tams pour promouvoir la culture ancestrale de Bagataï. Reconnaissons que notre rythme et les pas de danse avec nos masques restent uniques et particuliers à l'image de Ndemba, déesse de la fécondité, que vous avez pu avoir l'occasion de découvrir et d'apprécier à travers la diversité des danses de tous les villages qui ont pu être présents ici aujourd'hui. Préserver les réalités coutumières, traditionnelles et culturelles léguées par nos aïeux constitue un patrimoine précieux, source d'inspiration et de repères identitaires. Cette cérémonie est une vibrante expression culturelle, baga, pleine de couleurs,
qui révèlent l'identité traditionnelle d'une communauté entière. La particularité de cette 8e édition du Festar Baga, c'est bien sûr la participation de 2 troupes folkloriques, à savoir les Baga Guinée de Conakry et la troupe folklorique les Maman Kalebas du Sénégal. Durant les 3 jours, nous avons vu que c'est tout le bagataï qui est mobilisé à travers ce festival. Mais aussi, c'est l'occasion pour le bagataï de montrer toute la diversité culturelle, artistique du pays Baga. Une 8e édition que je dirais spéciale parce que nous invitons un pays frère, un pays de la sous-région, en l'occurrence la République du Sénégal. Une troupe, les Maman Kalebas, une troupe folklorique traditionnelle très populaire, sérère, de la République du Sénégal. Au terme de ce forum artistique et culturel du Bagataï, la troupe traditionnelle de Kaklèche remporte le premier prix. Des prix honorifiques ont été attribués au groupe Baga Guinée de Conakry et au Mama Kalebas du Sénégal pour leurs brillantes prestations à cette 8e édition du Festival des Arts et Culture Baga. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de la Côte d'Ivoire comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.